Alors, comment je suis tombé dans la radiesthésie? Malheureusement, à l'époque, j'avais eu un problème de santé au niveau des poumons. Et on m'a dirigé vers un préventorium en Alsace. Vous savez qu'en Alsace, souvent, c'est le monde des radiesthésistes, des géologues. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent. Et dans le préventorium où j'étais, il y avait des prêtres qui dirigeaient ce préventorium. Et parmi ces prêtres, il y en avait un qui pratiquait la radiesthésie. Et moi, la curiosité aidant, je me suis rapproché de lui et j'ai vu ça m'intéresse. Et lui, il m'a initié à cet art, la radiesthésie. Et sur place, nous sommes allés tous les deux dans la forêt. C'était en Alsace, entre Colmar et Mulhouse. Et il y a des collines où vous avez des châteaux, beaucoup de châteaux forts. Beaucoup sont en ruine, malheureusement. Et qui dit château fort dit souterrain. Et on s'est mis à la recherche de souterrains, tous les deux. Et donc, il m'avait appris, j'avais un petit pendule qu'il m'avait offert. Et nous sommes à travers la forêt, rechercher les souterrains. Et au milieu de la forêt, là, un endroit où rien n'indiquait qu'il pouvait y avoir un souterrain, d'un seul coup, on a ressenti au pendule qu'il y avait un souterrain. Et donc, on a demandé à des personnes, ensuite, il a fait venir des personnes d'une société, et on a creusé, et on a trouvé un souterrain. Voilà, c'était mes toutes premières initiations au radiesthésie, ma première expérience. Ensuite, j'ai pratiqué, évidemment, lorsque j'étais jeune, adolescent, j'ai pratiqué en bénévole. Évidemment, je n'étais pas dans une association. Et puis, j'ai découvert, vers 25 ans, sur Paris, une association qui était les Amis de la radiesthésie. Et donc, ils donnaient des conférences. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser. Et je suis allé dans cette association. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la radiesthésie, bien sûr, que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai acheté des livres, comme tout le monde, on achète des livres sur la radiesthésie. Et puis, j'ai connu le syndicat. Alors, le syndicat, ça a été vraiment extraordinaire. Parce que là, j'ai été initié vraiment et je savais ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et évidemment, de comprendre un peu ce que c'était que la radiesthésie à l'époque. Je dis bien un peu. Parce que depuis ces années, c'est-à-dire il y a 30 ans, je me suis perfectionné, j'ai recherché, au fond de moi-même, et même grâce au pendule, j'ai essayé de comprendre ce que c'est que la radiesthésie. Ce que c'est que cet art de la radiesthésie. C'est extraordinaire, mais comment cela arrive-t-il? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que, avec un bout de métal au bout d'une chaîne, une ficelle, on arrive à obtenir des informations au-delà de nos 5 sens? C'est quand même extraordinaire. C'est fabuleux. J'ai recherché ça jusqu'à maintenant, un peu ce que c'était la radiesthésie. J'ai beaucoup pratiqué, puisque au syndicat, bien sûr, j'étais même formateur pendant une dizaine d'années. J'ai formé beaucoup d'élèves. Il me semble qu'il y en a 27 pièces. Et puis ensuite, je me suis retiré dans les terres. Après, il y a la retraite. Pas en tant que radiesthésiste, dans le métier que j'avais à l'époque. Et je me suis retiré en Normandie. C'est bien qu'il y a beaucoup de radiesthésistes magnétiseurs en Normandie. N'est-ce pas, Michel? Et donc, je suis actuellement à côté d'Évreux, en Normandie. Et je pratique là-bas, toujours en tant que radiesthésiste. Et je suis toujours affilié, bien sûr, au syndicat. Et ma spécialité, c'est la recherche des personnes, des animaux disparus, des objets perdus. Je ne fais uniquement que ça. Donc là aussi, c'est, si vous voulez, pour un radiesthésiste, c'est
la chose la plus difficile, la plus complexe à réaliser. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la radiesthésie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est que la radiesthésie? Eh bien, je vois que vous ne connaissez pas ce que c'est que la radiesthésie, puisque personne ne lève la main. Eh bien, la radiesthésie, pour moi, il y a plusieurs définitions, on va dire. La première, c'est un art, une faculté à obtenir une information. Alors, je dirais une information kinesthésique. Parce que c'est le kinesthésique, ça veut dire c'est le corps. C'est le bras, c'est la main qui bouge. Donc, c'est kinesthésique. On n'a pas d'image qui nous apparaît. Il n'y a pas de parole qu'on ressent. C'est tout simplement la réponse à un mouvement. On a un mouvement qui nous donne la réponse. Donc, c'est kinesthésique. Cette réponse qu'on va avoir, cette faculté de rechercher une information, la réponse, on ne l'obtient pas au moyen, justement, d'une vision, d'image. On l'obtient que simplement par un oui ou par un non, ou vrai ou faux, ou une direction. C'est à peu près les trois choses que l'on peut avoir grâce à notre corps et grâce au temps. Alors d'autre part, je vais vous dire, c'est que la radiesthésie peut être pratiquée par tout le monde. Sauf, bien sûr, cas médical, cas psychologique, mais pratiquement tout le monde peut l'obtenir. À une seule condition, travailler. Bon, si vous ne travaillez pas, si vous ne pratiquez pas, vous n'obtiendrez pas de réponse aux recherches que vous faites, aux demandes que vous faites avec ce petit bout de métal pendu au bout d'un fil. Vous n'obtiendrez et vous serez vite déçu. Vous serez vite déçu. Vous dites que la radiesthésie, c'est pas pour moi. C'est pour les autres, pour ceux qui ont un dos, mais c'est pas pour moi. Eh bien, erreur. C'est parce que vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas travaillé. Un radiesthésiste, il n'obtient pas toujours 100% de résultats justes. Jamais. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et que nous n'obtiendrons jamais 100% de la vérité que l'on recherche. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà travailler. Mais la radiesthésie, je vais un peu vous donner une autre définition. C'est un art, effectivement, d'obtenir, un moyen d'obtenir l'information. Donc, kinesthésie. Ça, c'est ce qu'on voit dans tous les livres, mais c'est un peu curieux quand même. On a cette possibilité de voir, du moins de ressentir une perception, d'avoir une perception au-delà de nos cinq sens. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une perception extrasensorielle. Et là, on rentre dans la parapsychologie. Et moi, je dis que la radiesthésie, c'est la parapsychologie. On a une capacité extrasensorielle, puisqu'on arrive à obtenir une information de... Et chacun de vous là, écoutez, il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne dira pas qu'à un moment donné, il a pensé à une personne et qu'à ce moment-là, le téléphone a sonné. Et que c'était cette personne. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Vous avez pensé à une personne et 3 secondes plus tard, cette personne nous téléphone. C'est une perception extrasensorielle. Vous avez tous cette possibilité-là. Donc, vous avez tous la possibilité de devenir des bons radiesthésistes. Voilà. Alors, je voudrais continuer. Comment on procède pour arriver à obtenir cette perception? C'est extraordinaire. Mais il ne suffit pas d'avoir un pendule. Alors, de croire que dans le pendule, il y a machin, il y a truc, il y a bidule. Il n'y a rien du tout. Le pendule, ça peut être fait avec un boulon, un anneau, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit une masse qui est pendue au bout d'une ficelle, au bout d'une... Ou la main, comme Laurent. Ouais. Donc, il n'y a rien. Ce qui compte, si vous voulez, c'est que c'est un amplificateur de votre ressenti. C'est un amplificateur de ce que vous ressentez. D'ailleurs, il y a des radiesthésistes qui marchent à main nue. Ils n'ont pas besoin de pendule. Le pendule n'est qu'un amplificateur, ou les baguettes, ou simplement, comme on a vu ce matin,
comment ça s'appelle, le tensiomètre, je dirais un tensiomètre, c'est pas un tensiomètre, il faut amplifier le ressenti que vous avez. Mais ça suffit pas. Il suffit pas de dire où se trouve ma grand-mère actuellement. Cette pendule, il va pas me donner la réponse. Ce qui importe, c'est l'intention. Vous savez que l'intention, c'est quelque chose d'important. Nous vivons grâce à l'intention de notre inconscient. Intention, entre guillemets, on pourrait employer un autre mot que intention, avec un I majuscule. Cette intention de vivre, par exemple, elle est présente chaque jour. Quand vous vous levez, vous avez l'intention d'aller vivre. Inconsciemment, mais vous l'avez. Cette intention, elle est inconsciente. Vous ne dites pas le matin, je me lève, j'ai l'intention d'aller vivre. Non, vous vous levez et vous continuez votre vie. Mais dans la radiesthésie, votre intention, vous avez l'intention d'aller chercher une information. Alors là, ça se complique. Parce que ça se passe ça comme ça. C'est pas dire, j'ai l'intention de trouver grand-père ou de trouver la bague que j'ai perdue. Et tout de suite, quand vous avez dit ça, vous avez fait marcher votre mental. Le mental, c'est ce qui empêche de travailler en radiesthésie. Le mental, c'est la rationalité. Avec le mental, vous arrivez à faire des opérations. Avec le mental, vous vivez, mais vous n'arrivez pas à obtenir des informations avec le mental. Justement, le mental, il faut le cacher. Il faut plus qu'il soit là. Le mental, il faut le dompter. La première des choses, c'est que cette intention, il faut qu'elle soit dans une certaine forme. Alors d'abord, si vous pratiquez la radiesthésie, si vous commencez ou si vous n'avez pas beaucoup, disons, de pratique, la première des choses, c'est de trouver un endroit où vous soyez bien. Un endroit où vous soyez à l'abri qui peut vous perturber. Un endroit où vous allez être bien. Donc, ça peut être l'endroit chez vous que vous consacrez à la radiesthésie. C'est l'endroit où vous dites, et ce qui est important, c'est la confiance en vous. D'avoir la confiance en vous. Ça aussi, c'est important en radiesthésie. C'est toujours avoir confiance. Vous avez confiance que vous allez pratiquer la radiesthésie et que vous obtiendrez des résultats. Si vous n'avez pas cette confiance, vous n'obtiendrez pas de résultats. Si, par moment, vous avez effectivement de mauvais résultats et que vous perdez confiance en vous, c'est-à-dire que nous avons donné que ne perdez jamais confiance. Ça, c'est la première chose. Vous savez, la vie, c'est consacré à des bons moments et des mauvais moments. On n'est jamais dans les bons moments. À ce propos, moi, j'ai un petit truc à vous donner. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais étudiez-vous bien. Connais-toi toi-même et tu connaîtras. Vous apercevez que on est souvent dans le négatif. Ben, ça, c'est une particularité de l'homme qui nous vient lorsque nous étions en préhistorique. Et là où il fallait toujours être sur ses gardes, et on était toujours en train de se dire, il y a le loup qui doit être là, il faut jouer le méfiant. On est toujours plus ou moins dans le négatif. Donc, la première chose à faire, c'est de être dans le négatif. C'est facile à dire. Hein. Alors, vous vous accordez des petits moments de bonheur dans la vie. Dans la journée, à un moment donné, vous pensez que vous êtes bien à cet endroit, parce que en ce moment, vous êtes en train de m'écouter, alors vous êtes vraiment, c'est un moment très agréable, vous voyez. Donc, toujours des petits moments dans toute la journée, vous arrêtez, puis vous dites, ah, ici je suis bien. Par exemple, si vous êtes dans un jardin, ou dans la nature, ou que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous appréciez ce petit bonheur. Vous appréciez-le. Et petit à petit, si vous voulez, vous n'aurez de moins en moins ce côté négatif qui est là. Ah, j'ai oublié d'aller acheter le pain. Demain, j'aurais travaillé, je me lève à 7 heures. Vous voyez, essayez d'avoir ces petits moments de plaisir dans la vie, ces petits moments de bonheur, et vous verrez, tout ira mieux. Et surtout, vous aurez de meilleurs résultats en radiesthésie. Parce que dans la radiesthésie, il faut avoir confiance en soi, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps.
Donc l'intention, c'est pas suffisant. C'est pas parce que je dis j'ai l'intention de, ça va se traduire par votre main. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre cerveau, malheureusement, il est là tout le temps en train de vous apporter des pensées, sans arrêt. 60 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte? Si on mettait 1 euro à chacun, ce serait riche. Et quand vous avez ces pensées, ben ça va donner des troubles à votre intention. Par exemple, si j'ai l'intention de rechercher une personne, pendant que vous pratiquez le pendule, à un moment donné, vous pensez « Ah, j'ai oublié pas. C'est pas que j'oublie pas. Bon, je continue. » Vous voyez, déjà, il faut essayer de ne plus avoir de pensée. Le fait d'avoir un endroit où vous vous réfugiez pour travailler, déjà, si vous voulez, ça vous donne un espace à vous. Donc, les pensées vont être moins présentes. Elles vont être beaucoup moins présentes. Et puis, si vous faites l'effort, justement, de ne plus avoir ces pensées, alors comment? Il y a des méthodes, hein. C'est la méditation. La méditation sur le souffle. Ce que je vous conseille, si vous pratiquez, c'est tous les jours de pratiquer une méditation, minimum 20 minutes à votre méditation. Ce qui d'ailleurs va vous apaiser dans les problèmes que vous avez dans la vie. Une des premières choses, c'est effectivement d'essayer de dompter de dompter, c'est un bien grand mot, hein, disons d'avoir beaucoup moins, d'être dans cette intention. Si j'ai besoin de rechercher par exemple une personne, la première chose qu'il faut, bien sûr, il faut que j'ai des informations sur cette personne. Elle a disparu, elle est à un certain endroit, je ne sais pas. Déjà, pas d'idées préconçues. Parce qu'en radiesthésie, très souvent, on a des idées préconçues. Si on cherche par exemple un problème, on a déjà une vague idée. Bon, donc la première chose, c'est pas d'avoir d'idées préconçues. Si cette personne, par exemple, a disparu, vous raconterez une anecdote, on me donne des informations sur cette personne, on me donne sa photo, ce qui permet de la voir, et puis on va me donner aussi son caractère, la façon dont il était habillé le jour de sa disparition. On va me donner beaucoup d'informations, on essaye d'avoir le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que on va essayer d'avoir en soi cette personne, de la voir comme si elle était présente en nous. Ce qui est important, c'est le maximum d'informations. Ce qui suppose, quand vous avez ces informations, c'est d'être très attentif à toutes ces intentions. L'attention, mais il y a aussi l'attention et la concentration sur ce que vous allez rechercher. Il faut être très, très attentionné et très concentré sur ce que vous recherchez. Une fois que vous avez ces informations, il faut la rechercher avec le pendule. Mais je ne vous ai pas dit comment on rechercher avec le pendule. Il faut, bien sûr, une convention, puisqu'on n'a qu'une réponse, c'est vrai, c'est faux, ou oui ou non, ou une direction. Vous savez que la direction, on l'emploie, on trouve avec les cadrans. Les cadrans sont beaucoup utilisés parce que c'est facile, et puis on peut les adapter, on peut avoir beaucoup plus d'informations que par oui ou par non. Donc le cadran, quand vous avez un cadran, vous lancez votre pendule et il vous donne une direction. Il vous donne la direction de la réponse que vous cherchez. Donc déjà, il faut avoir une bonne convention, déjà au départ, le oui et le non. La convention, ça se travaille ici. C'est pas parce que dès le départ, on a notre oui et notre non, que, obligatoirement, on dit, ça y est, je vais tout trouver. Chaque fois, tous les jours, on travaille sa convention. Et comme à chacun, disons, comme les sportifs, avant de travailler avec le pendule, on travaille sur sa convention. Oui, non, oui, non. Vous voyez? Il faut commencer à s'échauffer. Ça, c'est important.
c'est se mettre dans le monde de la radio. Une fois que la convention est bien maîtrisée, donc à ce moment-là, on a notre personne qui a disparu. On va donc visualiser, ce que je vous conseille, c'est de visualiser cette personne. C'est ce que je fais. Je visualise la personne telle que au moyen bien sûr de la photo et des informations que j'ai. À ce moment-là, je me dis, c'est une impression que j'ai en moi, je vais trouver cette personne. C'est pas le désir de le trouver, c'est pas l'intention. C'est qu'à ce moment-là, l'intention, elle est dans le fait que je considère déjà que j'ai trouvé la personne. Et le fait de visualiser, qu'est-ce qui se passe? Votre intention, c'est à ce moment-là que vous rentrez dans un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié vous permet de réaliser votre intention. Alors, elle se fait, pour certaines personnes, elle se fait automatiquement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que les pensées sont là, le côté rationnel est là. Parce que vous revenez à votre état ordinaire. La conscience modifiée, c'est une conscience extraordinaire. C'est-à-dire, c'est la conscience, vous savez, de quand vous regardez, simplement quand vous regardez les nuages et puis que vous vous laissez un peu partir, c'est un peu dans... Eh bien, c'est ça, la conscience modifiée. C'est le moment où vous n'êtes plus dans vos pensées. Vous êtes assis dans votre jardin et que vous regardez les nuages un peu d'une façon en train de rêver, hein, vous direz, sans penser à rien, comme on dit, eh bien, vous êtes dans cet état de conscience modifiée. Donc, ce côté de visualisation, le fait que vous soyez dans le personnage et que vous avez la certitude que maintenant, cette personne-là que vous ressentez, vous allez le trouver, eh ben, vous êtes avec la personne. Vous n'êtes plus dans vos pensées, vous n'êtes plus en train de vous dire, j'ai oublié d'acheter le pain. Et, bien sûr, alors, la question, alors, si vous lisez tous les livres, on emploie le terme est-ce que, hein, est-ce que, non. N'employez plus le est-ce que, hein, est-ce que cette personne est dans le village, on dit cette personne est dans le village. C'est vrai ou c'est faux? Et le pendule, suivant votre convention, va répondre par oui et par non. Alors, je vais vous parler justement une anecdote. Un jour, on me téléphone, me demandant que si je pouvais faire la recherche d'une personne qui avait disparu. Ce qui arrive très souvent, c'est que les personnes que moi j'ai eu à rechercher, souvent, sont soit des personnes âgées, qui ont eu un peu la tête, soit des personnes qui sont Alzheimer. Cette personne qui avait disparu, qui était un médecin, qui avait un début d'Alzheimer, mais qui n'était pas, disons qu'il avait encore un peu sa tête. Et on me demande si je peux faire la recherche. Donc, j'accepte. Alors aussi, là, je fais un aparté. Quand vous faites une recherche, faites-la seule. N'ayez pas quelqu'un à côté de vous. Surtout pour des recherches de personnes ou d'objets, ou choses qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté de vous, et du moins pour moi, elle va peut-être m'influencer. Je suis pas seul. Et j'ai besoin d'être seul pour faire la recherche. J'ai besoin d'être dans mon petit cocon. J'ai besoin que mon intention se réalise, mon intention de trouver cette personne. Donc j'ai toutes les informations, je visualise cette personne et je demande sur la carte, je fais la recherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait une recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas de faire un cours sur la radiesthésie, encore que je vous donne beaucoup d'informations. Je ressens, avec le pendule, que cette personne... Alors, pardon, j'ai oublié une chose, c'est que on me dit, et là, il faut faire attention à ce que l'on vous dit, parce que ça peut vous influencer. On me dit, cette personne, elle est probablement dans les bois, à côté d'elle, pas très loin de chez elle, parce qu'elle aimait bien se promener dans les bois, que la forêt, c'était vraiment un lieu où elle était vraiment bien. Je reçois cette information, mais je mets ça de côté. Au pendule, le résultat n'est pas du tout dans la forêt. Il y avait une rivière tout au bord de la propriété où habitait ce monsieur. Et je
j'ai une position près de la rivière. Mais j'ai eu peur, parce que je me suis dit, il est peut-être, voyez, tombé dans l'eau. Et je le ressens, malheureusement, mort. Je le ressens mort. J'étais très embêté, mais je ne ressens pas l'eau. Je ne le vois pas dans l'eau. Bon. Ce qui est toujours très embêtant, c'est de donner cette information au client, ou à la personne qui nous a demandé, évidemment, de faire une recherche, de dire, bah écoutez, je le ressens décédé, vous savez, bon, il était Alzheimer, peut-être qu'il est tombé dans l'eau. Ça, jamais je ne donne cette information. Je ne dis pas, je ressens plus d'énergie. Mais ça veut rien dire. Il a peut-être un petit problème. Il est tombé ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je ressens mal. Mais j'ai dit, je le ressens près de la rivière, de l'endroit, un endroit dans sa propriété. Et ce que je ne savais pas, parce que sur les informations que j'avais, c'est que au fond de sa propriété, près de la rivière, il y avait une petite cabane. Et les personnes sont allées à l'endroit où j'avais donné l'indication, en disant, il y a une cabane, on va aller voir. Et ils sont allés dans cette cabane et ils ont trouvé ce monsieur décédé, il s'était tiré une balle dans la tête. Vous voyez que donc il faut jamais c'est donner des informations parce qu'on peut se tromper aussi, en disant que soit cette personne ou soit un animal est mort et il fait des difficultés. Hein. Autre chose, ce qui est important, c'est de, justement, comme je disais, de ne pas, quand on obtient une information avec le pendule, c'est de la croire, même si elle paraît farfelue. C'est de la foi. Si vous ne croyez pas aux informations que vous recevez, vous n'aurez jamais, vous ne pratiquez jamais correctement la radiesthésie. Parce qu'à ce moment-là, vous dites c'est pas possible, je crois pas, le pendule il dit n'importe quoi, enfin voilà. Je vais vous raconter une autre anecdote. C'est un jour une personne me téléphone en me disant écoutez, voilà, je suis embêté, j'ai perdu les contacts de ma voiture. Ma voiture, elle est devant chez moi, dans mon jardin, mais je ne retrouve plus la clé de contact. Ce qu'on fait, je se demande, évidemment, c'est que probablement cette clé de contact, elle est dans sa maison, ou j'ai dû l'égarer dans ma maison, peut-être dans le jardin. Donc, il demande, il n'y avait pas une photo, on n'a pas beaucoup la photo de sa clé de contact. Donc, il n'avait pas de photo de la clé de contact. J'ai dit, écoutez, vous essayez de me dessiner la clé de contact. Écoutez, vous savez, ma clé de contact, c'est comme une carte bleue. Vous savez qu'il y a certaines voitures qui ont des clés de contact comme des cartes bleues. Oui. Il me dessine un rectangle. Il me dit, voilà ma clé de contact. Bon, mais ça a son importance. Pourquoi? Parce que la clé de contact qu'il a dessinée, il l'a reliée à lui, et au moment où il l'a dessinée, il pensait à la... Vous voyez, donc il mettait une information dans le dessin qu'il donnait. Et cette information, je l'ai reçue. Et je commence ma recherche. Il y avait une grande maison avec 3 étages, donc ça a été un peu long. Pas de clé de contact dans la maison. Et puis, j'ai dû la faire dans le jardin. Je cherche dans le jardin. Pas de clé de contact dans le jardin. Comment ça lui dire, mais vous n'êtes pas sorti avec votre clé de contact par hasard? Il me dit non. Et là, je refais mes recherches et je ressens au niveau de la voiture. Alors, j'ai dit là, je rigole. Je dis c'est une information parce qu'effectivement, habituellement, la clé de contact est là. Donc, c'est une information qui est existante. C'est une information qui est existante, même si elle n'est plus. Elle est toujours là. Et donc, j'insiste et je le trouve toujours au niveau de la voiture. Et à ce moment-là, je me dis, pose la demande en disant sous la voiture. Il était sous la voiture. Je dis à la personne, je dis, regardez sur votre voiture. Et sur la voiture, j'aurais pu ne pas insister et dire je ressens parce que effectivement c'est l'information qui habituellement est dans la voiture. Je peux dire une partie de ma vie a été consacrée à la plongée sous-marine. J'étais moniteur de plongée. J'adorais être dans l'eau. Et puis vous savez quand vous faites de la plongée sous-marine, vous pensez au trésor. Et au trésor, vous savez, les épaves qui regorgent d'or. Et puis j'étais passionné aussi d'histoire maritime, principalement sur la Première Guerre mondiale. Et sur la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de bateaux qui ont coulé, énormément. Vous savez que les Allemands ont fait un carton. Ils ont coulé peut-être, je sais pas, un nombre considérable de bateaux. Pourquoi? Parce que c'était les bateaux qui approvisionnaient la guerre.
En fait, des bateaux qui venaient soit des États-Unis, soit d'Angleterre, et qui approvisionnaient la France, qui approvisionnaient évidemment en matériel de guerre. Et tout au début de la guerre, il y a eu des bateaux qui arrivaient, et en étudiant des histoires, je suis tombé sur des bateaux qui avaient été torpillés par les sous-marins, et entre autres dans la baie de la Seine, du côté du Havre. Il y a eu de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et même d'avant. Et puis des tempêtes. Je m'intéressais à un bateau, j'ai eu une information dans les archives d'un bateau, un petit bateau, un caboteur. Enfin, c'était pas un caboteur, c'était un petit cargo. Il faisait 60 mètres de long environ, et qui avait un chargement, non pas d'or, mais d'étain. Et à l'époque, l'étain coûtait une fortune. Et puis en plus, j'avais été attiré, je vais vous dire pourquoi, parce que le bateau s'appelait Malakite. Il y avait là ce qu'on appelle une synchronicité. Vous savez ce que c'est qu'une synchronicité? Une synchronicité, c'est une coïncidence qui a un sens particulier. C'est pas une coïncidence lambda, c'est quelque chose qui a un sens. Il faut rechercher. Alors pourquoi il s'appelait le Malakite? En fait, parce que c'était un bateau anglais, et tout l'armateur, il avait donné des noms de pierres. Tous ces navires n'étaient rien que simplement des cargos. Et le bateau, sur ce bateau, qui m'avait attiré par le nom, s'appelait le Malakite, et transportait 45 tonnes d'étain. 45 tonnes d'étain, il y avait des saumons d'étain et des lingots d'étain. Et les lingots pesaient 26 kilos et les saumons pesaient 45 kilos. Et donc je me suis de rechercher ce bateau qui avait été torpillé par un sous-marin. Et j'ai commencé à rechercher dans les archives, mais malheureusement, le bateau, il a coulé dans la baie de Seine, mais on ne sait pas où. Parce qu'il a coulé de nuit. Il a été torpillé, j'ai eu beau rechercher, j'ai trouvé les archives du sous-marin, j'ai retrouvé les archives du bateau, par contre j'ai retrouvé la photo du bateau. Et j'ai dit, bingo, si j'ai la photo, avec mon pendule, je vais retrouver l'endroit où il est. Et je cherchais quand même des informations, mais ce que j'ai trouvé, c'est que le bateau avait été arraisonné dans le sens où le sous-marin s'était présenté le long du bateau et avait demandé au commandant du cargo de quitter le navire avec tout l'équipage parce qu'il allait le torpiller. En fait, pas le torpiller. Parce qu'à l'époque, c'était tout au début de la guerre 14, les torpilles n'étaient pas encore bien au point chez les Allemands. Par contre, ils avaient des canons sur le sous-marin, parce que le sous-marin était revenu en surface, et il a dit, je vais canonner votre barre, le Malakite. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipage a quitté le navire, et il a quitté le navire, et le sous-marin a canonné. Entre-temps, au cap de la Hève, il y a un sémaphore, n'est-ce pas, Michel? Ce sémaphore qui est toujours occupé par la Marine nationale. Ils avaient vu, bien sûr, la Seine, et ils avaient envoyé des torpilleurs pour arraisonner le sous-marin. Mais le sous-marin qui était commandé par le commandant Herzing, commandant allemand, il avait torpillé le bateau. Mais le bateau n'avait pas coulé. Il avait pris feu, et il avait commencé tout simplement à se promener, et donc on ne savait pas très bien où le bateau allait couler. Et toute la journée est passée au cap de la Hève, dont j'ai retrouvé les archives, disait il est à tel endroit, à telle heure. Bon, et puis la nuit est venue, et là, cap de la Hève, il ne voyait rien. Et le bateau a coulé la nuit, on ne savait pas à quel endroit. Donc, la mer est grande. Et puis en plus, il y a beaucoup d'épaves. Dans l'endroit supposé où ce bateau a coulé, il y a environ une soixantaine d'épaves que j'ai. Pourquoi je les ai trouvées? Non pas que je les ai trouvées sous l'eau, mais tout simplement parce que la Marine nationale, depuis des années, repère les épaves qu'il y a lieu parce que ce sont des dangers pour la navigation, des dangers aussi pour les pêcheurs, etc. Donc, ils ont repéré et ils ont tout mis sur des cartes, et les cartes sont à la disposition du public. Et donc, moi, j'avais la position de tous les soixantaines d'épaves. Et donc, j'ai pris mon pendule, je vais vous montrer les archives, et avec la photo, voilà le bateau. Mais c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas on peut dire c'est un galion espagnol, hein, mais bon. La photo est d'époque, le Malakite. Et donc, grâce à cette photo, j'ai pu retrouver la carte marine, ça vous pourrez vous rapprocher, et tous les petits points jaunes, c'est les épaves connues de la Marine nationale. Et moi, en travaillant
au pendule, j'ai retrouvé l'endroit où se trouvaient l'épave. Le problème, il est plein dans le chenal du cap d'Antifer. Alors, ça vous dit rien, le cap d'Antifer, le port d'Antifer est le premier port pétrolier français. Il y a des pétroliers de 1 million de tonnes qui rentrent par ce chenal et qui rentrent dans le port d'Antifer pour aller distribuer le pétrole jusqu'à la usine qui se trouve à Coire. Et donc c'était un gros problème. Et moi, petit plongeur, qu'est-ce que j'allais faire avec cette information? Mais j'avais 40 tonnes sous la main. Donc, premièrement aussi, autre problème, c'est que les 40 tonnes, ils appartiennent à quelqu'un. Il y a une assurance courrier en me disant qu'il pourrait donner, sous condition, 5% de... Mais moi, petit plongeur, j'allais pas remonter 40 tonnes d'étain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis adressé auprès d'une société de travaux sous-marins. Et puis là, ça les a pas intéressés, mais par contre, ils ont formé une autre société avec certains membres. Et on a commencé à vouloir récupérer cet état. Mais, alors je vous raconte cette histoire, c'est un peu lointain avec la radiesthésie, mais bon, c'est amusant. Ce qu'il fallait, c'est obtenir l'autorisation, déjà, pour aller plonger dans le chenal. Donc, avec une société, j'avais probablement sûrement plus de possibilités. Et donc, on s'est rapproché, on a eu l'autorisation, et j'ai plongé avec un membre de la société, et on est tombé au fond de l'eau sur un tas de ferraille où on ne voyait pas grand-chose, parce que je vais vous dire que l'eau qui se trouve au large du cap d'Antifer, on ne voit pas à 3 mètres. Donc imaginez-vous, vous arrivez au fond, par 35 mètres de fond, et vous tombez sur des tas de ferraille, parce que en plus l'épave a creusé sa souche, elle s'est enfoncée dans le sable, et puis dessus vous avez... Qu'est-ce que c'est un cargo, c'est comme une baignoire dans lequel il y a de la marchandise. Et donc, il y avait des tas de choses, il y a beaucoup de sable, surtout de la vase dessus. Donc, vous ne voyez pas d'étain, ni quoi que ce soit. Et est-ce que c'est bien ce que j'ai trouvé au produit? Est-ce que c'est pas... allonger la coque, et à un moment donné, il y avait un trou dans la coque, on y rentrait dans le trou, qu'est-ce qu'on a lu? Un lingot d'étain. Bingo! Et après toute l'histoire, c'est qu'on a remonté, bien sûr, marchandise, pas toute la marchandise, parce qu'il en reste encore souvent au fond, et c'était compliqué. Et on a remonté la surprise. On a remonté la cloche du Malakite. Ah ouais, non. Alors, j'avais un lingot et je l'ai dans la voiture. On sait que ça intéresse. Ça fait 26 kilos, j'ai oublié le diable pour l'amener jusqu'ici. Mais j'ai un lingot d'étain, pour ceux que ça intéresse. Ça m'a permis de vivre pendant quelques années, tranquillement, et de me consacrer à la radiesthésie. Voilà.